Bienvenue à tous, mesdames, messieurs. Tout premier conseil des ministres post-dialogue politique, c'était le 16 octobre dernier. La Pabel aura été accordée aux recommandations issues du dit dialogue. Toilettage de la charte des partis politiques et du code électoral et institution des élections générales selon des modalités à convenir, révision du nombre de sièges des députés à l'Assemblée nationale, participation de tous les partis politiques à la compétition électorale. J'en passe volontiers. Tous les points saillants, mesdames, messieurs, retenus sont passés en revue et validés par la plénière. Expressément, le chef de l'État de prendre langue avec la conférence des présidents de l'Assemblée nationale. Une véritable course à la montre, peut-on constater, qui aura ensuite accouché de la mise sur pied d'un comité de 9 experts pour traduire en actes les conclusions des assises du Palais des Congrès. Multiples initiatives en vue de la décrispation politique au Bénin. Le bon bout, enfin, aux mains de Patrice Talon. Le débat, c'est tout de suite maintenant avec nous, déjà sur ce plateau, Nathanaël Kitty, politiste, il est enseignant-chercheur en sciences politiques. Nathanaël Kitty, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste, bonjour, chers amis téléspectateurs. Merci de répondre à notre invitation. C'est moi de vous remercier. Bonjour, cher doyen aussi. Ah oui. J'ai évité ce mot. Oui, vous l'avez déjà constaté, une belle façon d'introduire son vis-à-vis. Vincent Folly, c'est son nom, il n'est plus à présenter. Éditorialiste, il est le directeur de publication de la Nouvelle Tribune. Je sais que vous n'êtes pas fatigué de l'entendre. Le quotidien qui manque toujours aux appels dans les kiosques, mais en tout cas, chaque chose en son temps, dira l'autre. Vincent Folly, bonjour. Bonjour Joël. Et merci de répondre à notre invitation. C'est moi qui dis merci à toi et puis aux téléspectateurs qui aiment bien m'écouter. Voilà, je participe au processus démocratique de mon petit coin. Oui, c'est important. On a besoin de tous pour bâtir une nation. Un peu de tout, n'est-ce pas, chers téléspectateurs. Alors, depuis la fin des assises de la salle bleue du Palais des Congrès, le dialogue politique, pour être précis, les choses, dit-on, évoluent très vite. Jeudi, Patrice Talon a rencontré la conférence des présidents ceux-ci au lendemain du Conseil des ministres, qui n'a pas manqué de passer en revue les recommandations issues des assises du Palais des Congrès. Alors, la conférence des présidents qui a donné carte blanche à ce qui est issu des assises et qui devra essayer de jouer son va-tout en ce qui le concerne du point de vue de ses prérogatives pour aider à traduire en actes tout ce qui a été décidé. Pour être appliqué, la plupart des recommandations doivent être expressément confiées à chacun dans son rayon. Vous l'avez suivi, Nathanaël Kitty, mais je me retourne vers vous. Le Parlement béninois qui petitement s'invite désormais pour pouvoir aider à passer à la phase opérationnelle de ce qui est issu des rencontres du Palais de la Marina. Non, du Palais des Congrès, voilà. Oui, on remarque qu'il y a un processus pour légitimer le Parlement, alors que, dans le fond, non, j'ai mal posé ma question. Je dis, le Parlement n'est pas légitime. Le Bénin a commencé un processus il y a peu, 10, 11, 12, le dialogue politique. Le chef de l'État a pris un certain nombre d'engagements, fait tout à jouer son va-tout, ce qui relève de ses prérogatives pour que les recommandations ne dorment pas dans les tiroirs. Conseil des ministres, pas de blanche accordée au chef de l'État. Le chef de l'État qui pense que le Parlement a un rôle à jouer, qui se retourne vers le Parlement, c'est bien un peu la synthèse que j'ai faite tout à l'heure en vous donnant la parole. Mais vous parlez de légitimité. Oui, le débat. Je dis que le processus dans lequel il s'est engagé, c'est un processus qui tend à légitimer d'abord le Parlement. Donc vous avez bien suivi ma question? Oui, bien sûr, j'ai bien suivi, il ne l'est pas. Deuxièmement, je pense que les 10, 11 et 12 octobre dernier, il n'y a pas eu de dialogue. Oh mon Dieu. Il n'y a pas eu de dialogue. S'il y avait eu de dialogue, il y aurait un accord accepté par les protagonistes avec le rôle que le chef de l'État peut jouer pour décrisper la crise politique. Parce que tout doit partir de là. Il faut la décrispation, il faut redonner confiance au peuple, il faut redonner confiance aux acteurs politiques dont les militants ont besoin, mais qui sont absents.
Pour faire cela, on n'a pas besoin de cette théâtralisation à laquelle nous assistons maintenant. Je pense qu'il y a un élément important. D'abord, la poursuite de ces hommes politiques, ce qu'on appelle les exilés politiques, les prisonniers d'opinion. On peut apporter des solutions sans passer par le Parlement, étant donné que ce Parlement, à 73%, n'est pas accepté par le peuple béninois. On peut trouver des solutions pour ramener la balle à terre, permettre aux exilés politiques de rentrer, libérer ceux qui sont détenus, sans passer par le Parlement. C'est connu de tous. Il suffit de donner à la justice cette prérogative. Vous avez regardé ce qui s'est passé au Cameroun. Maurice Kamto a été libéré sans l'intervention du Parlement camerounais. Il était poursuivi. Et le procureur de la République peut mettre fin à une poursuite. C'est ça. Voilà. Merci. Donc, je pense que sur ces points-là, on n'a pas encore besoin du Parlement avant que le chef de l'État prenne ses responsabilités. C'est un processus dangereux auquel le peuple doit faire très très attention. Nous sommes en train de nous engager progressivement dans ce processus-là. Donc, il faut que les gens soient présents, il faut que les gens soient éveillés et suivent de près ce qui se passe. C'est le regard de l'universitaire chez Téléspectateur. Je veux retourner vers Vincent Folly. Vincent Folly, le chef de l'État a pris l'engagement de faire en sorte que tout ce qui est en son pouvoir, voilà, pour que les recommandations soient suivies d'actes. Et pour ça, le chef a jugé utile de pouvoir rencontrer les députés, mais plus précisément la conférence des présidents. Vous l'avez suivi. Et quel est votre regard, sans pour autant revenir vraiment en arrière sur le dialogue lui-même, ça, on vit un autre acte de l'engagement du chef de l'État. Quel est votre regard par rapport à l'acte que nous vivons actuellement? Bon, je demanderai à Joël de ne pas me cantonner à sa question. Avant de répondre, je voudrais faire une petite digression pour avoir une pensée pour mes confrères. Je suis d'abord journaliste, mes confrères de Soleil FM. Je compatis à ce qui leur est arrivé. Ils ont subi une audition publique et on les a mis en demeure. Moi, en regardant la manière dont les choses se sont passées, je suis un peu peiné de ce qui se passe. Voilà une radio qui est brouillée, constamment brouillée, dont on ne connaît même pas les auteurs et qui subit une sanction. Il y a quelque chose là qui dépasse l'entendement. C'est comme si il y a une façon d'interpréter la loi dans le pays. Voilà une radio qui a qui a signé une convention, qui a obtenu une fréquence, qui ne jouit pas de cette fréquence. Et on ne fait rien pour ça. Et on trouve le plaisir de les sanctionner dans un domaine où ils n'ont fait que leur travail. Moi, en lisant le compte-rendu de la cellule de communication de la HAC, je n'ai pas vu où se trouve la faute. Mais je ferme la digression et j'avance. La question que vous avez posée, le chef de l'État est toujours dans la logique de l'exclusion. Depuis le 25 février, où il a réuni les chefs de parti pour les tancer de la manière dont ils ont présenté le chef de l'État dans cette logique. Le 6 avril, si je me souviens, il a essayé de dire, bon, on n'a retenu que 2 partis, mais moi je suis gêné, mais on a vu la suite, et ce n'est pas bon. La suite, c'est qu'on a autorisé que 2 partis à se présenter aux élections. Moi, je veux dire quelque chose avant de continuer, le politologue peut venir rectifier. En voyant le chef d'État convoquer la conférence des présidents, je me suis senti gêné. Mais les juristes peuvent apprécier. Hein. Je suis gêné parce que nous sommes en pleine violation de la Constitution. Nous sommes dans un régime de séparation de pouvoir. Le chef de l'État a réuni des assises et qui ont donné des résultats donnés. Son rôle n'est pas de s'immiscer dans le fonctionnement de l'Assemblée. Je peux me tromper, hein, parce que la conférence des présidents, c'est une structure de l'Assemblée. Il se réunit sous la présidence du président de l'Assemblée pour décider du fonctionnement. Il y a une procédure. J'ai l'impression que
tout le monde ne perçoit pas les choses de cette façon et le chef d'État se comporte comme l'a dit un ancien député, comme le président de toutes les institutions. J'ai jamais vu un chef d'État convoquer des députés autres que ceux de sa mouvance, si je prends l'exemple de la France, dans le centre, je peux dire, dans le centre du pouvoir, à savoir la présidence. Le chef de l'État se déplace. Une fois dans l'année, il délivre un discours aux députés. Ça s'appelle discours sur l'état de la nation. Après, c'est fini. Il n'a plus de contact. Maintenant, on peut apprécier. Il a obtenu quelque chose à travers ses assises. Qu'est-ce qu'il décide de faire? Il prend un projet de loi et il l'envoie à l'Assemblée et l'Assemblée s'organise. Mais en se réunissant avec les présidents des commissions qui n'ont pas reçu mandat des autres députés pour faire les discussions, en décidant de ça, ils s'immiscent dans le fonctionnement de l'Assemblée. Ce qui donne l'impression que nous avons un pouvoir qui est tout puissant, qui décide de tout, au plan législatif, au sein législatif. Il devrait faire un projet de loi, il l'envoie à l'Assemblée et l'Assemblée s'organise. Le projet de loi est lu à la plénière, il est affecté à la commission des lois, la commission des lois fait son travail et après il rencontre à la plénière. C'est comme ça. Mais tel que les choses se passent. Maintenant, en répondant... Vous dites quelque chose de si grave que je ne C'est très grave. Nous, on a écrit un article, le chef d'État en pleine violation. Vous ne répondez pas encore à ma question. Oui, je reviendrai sur ça. Mais je me retourne vers l'université parce que c'est... Une question, je peux dire, ça a échappé presque à l'attention. J'avoue que Vincent Follet vient d'ouvrir une fenêtre là. L'universitaire, quel est son regard par rapport à ce phénomène? Sur cette question, il faut dire que la Constitution béninoise organise la séparation des pouvoirs. Mais cette séparation n'exclut pas la collaboration entre les institutions. Et lorsque vous prenez même la Constitution, vous vous rendez compte d'une partie consacrée aux relations entre l'Assemblée nationale et le gouvernement. Mais il se fait que la manière dont le chef de l'État l'a organisé hier, c'est ça qui sort du cadre constitutionnel. Donc le chef de l'État ne pouvait pas, au regard des tests, inviter la conférence des présidents? Au regard des tests, oui. Le chef de l'État ne peut pas inviter la conférence des présidents de l'Assemblée nationale au palais de la République pour lui donner des ordres. Ce n'est pas possible. Mais cela ne doit pas surprendre dans le contexte actuel, étant donné le contexte de quête de la paix, vous voulez dire? Non. Le contexte dans lequel le Parlement, c'est-à-dire la 8e législature, a été installée. Nous avons un Parlement qui est une caisse de résonance du président de la République. Donc c'est normal qu'il puisse convoquer son président et la conférence des présidents au palais pour leur donner des ordres. Mais l'urgence d'aller vite, ne peut pas expliquer? Aucune urgence ne peut l'expliquer. L'urgence d'aller vite, c'est de prendre sa responsabilité, tel que M. Follet l'a dit, et d'élaborer avec les experts les projets de loi et de les envoyer à l'Assemblée nationale, ou bien de passer par les députés pour élaborer des propositions de loi. C'est ce qu'ils devraient faire, et non les inviter et exposer ça à la fin du monde. Moi, quand j'ai observé ça, j'ai regardé ça, je me suis dit qu'il joue le rôle de Ponce Pilate. Il joue le rôle de Ponce Pilate. Quand on lui a présenté Jésus, il a renvoyé à la foule. Et c'est la foule qui a décidé de son sort. C'est-à-dire que lui-même, il est conscient que ce Parlement est un Parlement illégitime et il convoque ses membres pour leur donner une responsabilité tout en sachant que cela ne sera pas accepté du peuple. C'est-à-dire à un moment donné, le peuple sera obligé d'arbitrer le jeu politique entre lui, le Parlement... N'est-ce pas plutôt vous qui faites cette analyse? Lorsque l'engagement est aller à la paix, le chef ne peut pas jeter en pâture encore des députés à pareille heure. Mais s'il ne devrait pas jeter en pâture les députés tels que vous êtes en train de le dire, c'est de prendre ses responsabilités par rapport aux conclusions du dialogue, ce que j'ai appelé le talonlogue. C'est-à-dire que quelles sont les responsabilités qui relèvent de sa compétence. Il doit prendre un décret, il prend un décret.
S'il y a un arrêté, il demande à un ministre de prendre l'arrêté. Ça s'arrête là. Maintenant, s'il y a des responsabilités qui relèvent du Parlement, mais dans sa forme actuelle, moi, je pense qu'il faut éviter de donner au Parlement actuel une responsabilité dans la décrispation, parce que son installation est à la base, c'est-à-dire sa formation d'abord et son installation est à la base de la crise. Donc, il faut éviter de lui donner une responsabilité dans la décrispation. C'est ce que je pense. En tout cas, pour le chef de l'État, il est urgent que chacun joue sa partition et il voudrait bien compter aussi sur le Parlement pour jouer la sienne. Et à raison, il y a un certain nombre de tests avaient posé problème. Chers invités, si vous me permettez, nous allons commencer par la charte des partis politiques et le code électoral. Deux grands tests qui ont posé un certain nombre de problèmes. On ne revient pas sur ces problèmes. L'Assemblée nationale, ce serait de ses prérogatives. Avec ce que vous avez relevé tout à l'heure, on pourrait alors se rattraper et demander à l'Assemblée de jouer sa partition tout en essayant d'atteindre l'objectif, non? Non, moi je dis, ce que je dénonce, avant de revenir à ta question, j'espère que je vais répondre en répondant à l'autre, oui. C'est l'instrumentalisation de toutes les institutions de ce pays, l'instrumentalisation des hommes. Je ne comprends pas comment des experts, soi-disant, s'associent à une opération d'exclusion patente, une opération d'exclusion patente, et on les appelle, on les associe, on dit qu'ils font partie d'une commission, et ils acceptent dans ce climat de suspicion générale. Moi, ça me gêne. Je continue de soutenir avec le professeur que ce Parlement est illégitime. Et la rencontre de dialogue n'a pas été un dialogue. Et donc, les résultats ne peuvent pas être opposés à l'ensemble du peuple. Or, c'est ce qu'il vient de faire. Il a réuni des gens c'est-à-dire bien triés sur le volet, c'est les partis reconnus. Quid des autres? Quid des autres partis qui existent? Le Parti communiste, qui anime la vie politique dans le pays depuis longtemps, les FCBE, l'USL. Après la débâcle des élections, parce que c'est une débâcle qui a abouti à 27% seulement de participants au vote. Officiellement, un pourcentage tiré par les cheveux. Après cette débâcle, le chef de l'État aurait dû s'asseoir et dire « J'appelle tout le monde ». Lui-même l'a dit dans un discours du 20 mai. Et c'est pourquoi il faut saluer les réseaux sociaux qui font un travail formidable. Hier, les documents ont circulé. Le 20 mai, je crois, si la date... oui, si la date, elle est exacte. Il a dit, j'inviterai toute la classe politique. Pourquoi le chef de l'État a peur de rencontrer la classe politique? C'est-à-dire l'ensemble des protagonistes de la politique, non seulement les partis politiques, mais les gens de la société civile. Parce que les problèmes qui se posent en politique vont toucher tout le monde dans la société. Pourquoi le chef de l'État a peur de ça? D'abord, il a peur de rencontrer les populations. J'ai compté depuis qu'il est arrivé. Ça fait 3 ans qu'il est là, plus que 3 ans. Il n'est jamais allé devant des populations. Si je prends l'exemple de la France que nous tentons de copier, Macron, pendant le combat des Gilets jaunes, le professeur pourra rectifier, il est allé au-devant, dans les mairies, discuter. Le chef de l'État n'a jamais rencontré. Il l'a rencontré 3 fois. Je peux les citer. Première fois, il est allé à Parakou. C'est pour légitimer le maire Tokor qui a été, après, il a pris le devant de la chose, il est devenu maire par une opération du Saint-Esprit, avalisée par la Cour suprême. Ensuite, il est allé à Ouida, demander aux gens dans la période à ses frères d'accepter bien que la préfecture aille à Alada. Il est allé après à Bomé, mais toujours dans un cercle. Nous sommes allés là, on a envoyé des représentants, mais c'était un petit conclave. Le chef de l'État n'a jamais rencontré les populations. Et donc, je reviens pour dire... Vous n'oubliez pas qu'il a dit, Vincent Follet, parce que vous avez cité 3 cas qui sont vrais, oui. Ça aussi c'est de la rencontre. Oui. Mais le chef de l'État a précisé qu'il n'est pas là pour du populisme. Et lorsqu'il le dit à l'entame de son mandat, on ne peut plus le faire. C'est pourquoi, moi et certains d'autres, nous avons dit que le chef de l'État n'est jamais rentré dans la peau de l'homme politique, de celui qui dirige les populations et non dirige une entreprise. Donc, je reviens pour qu'on ne s'éloigne pas du sujet. Merci. Donc, la rencontre qu'on a appelée dialogue,
c'était un faux dialogue. Vous évoluez. Mais les objectifs sont clairs maintenant. On sent que, subrepticement, on a donné le récépissé à un parti bien connu pour donner l'impression que, bon, on a élargi la base des choses parce que ces gens qui s'appellent FCBE, ils ont organisé le congrès où pour se faire délivrer le récépissé. Si donc le récépissé devait être délivré, il aurait dû être délivré précédemment. Donc, ce cinéma qui a été organisé, c'était pour faire ce dialogue. Et le dialogue avait un but, c'est d'aboutir à ce consensus dont on nous a parlé. Et ensuite, d'organiser ce cinéma qu'il a fait hier avec le chef du Parlement. Donc, c'est nul et non avenu parce que le contenu du dialogue n'engage pas toute la société. Il y a des problèmes sur les lois qui avaient été votées, qui ont été mal votées, les lois sur la grève, les lois sur l'embauche. La rencontre n'en a pas dit. Oui, mais donc le consensus retenu, qui est le seul que le chef de l'État admet, c'est un faux consensus qui ne réglera aucun problème. À ce sujet, c'est mon point de vue. Moi, je pense que dans la situation actuelle, le chef de l'État doit se méfier de l'Assemblée nationale. Absolument. En principe, s'il veut une bonne sortie de crise, il doit méfier de l'Assemblée nationale parce que cette Assemblée nationale, dans sa composition, est au cœur de la crise. Voilà. Donc, il ne faut pas en rajouter à la crise en la sollicitant. Comment se méfier de l'Assemblée nationale lorsqu'on veut corriger des tests comme la charte et le code? Se méfier de l'Assemblée nationale. Oui. Vous savez, la Constitution béninoise donne beaucoup de pouvoir au chef de l'État. Beaucoup de pouvoir au chef de l'État. Quand vous prenez le rapport, les recommandations, vous les prenez, il y a beaucoup de décisions que le chef de l'État peut prendre pour la décrispation, sans passer par l'Assemblée nationale. On peut les citer. J'ai déjà abordé tout à l'heure le cas de la libération des prisonniers politiques. Il va consulter le ministre de la Justice. Le ministre de la Justice va consulter les magistrats qui sont au parquet. Ils vont lui donner les possibilités de les libérer sans passer par l'Assemblée nationale. Il l'a fait dans le cas de l'ex-préfet. Voilà, il a fait. L'ex-préfet. Non seulement ça, la loi de Dayori. La loi donne beaucoup de possibilités au gouvernement de décrisper la crise, de décrisper la situation à ce niveau-là. Maintenant, vous prenez l'organisation des élections générales. Oui. On ne peut pas le faire sans modifier la Constitution. Dans l'organisation des élections générales, cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il faut organiser les élections présidentielles, les élections législatives, les élections communales la même année. Cela veut dire également qu'il faut aligner les mandats du président de la République, et des députés et des assemblées locales. Voilà. Comment est-ce qu'on peut le faire sans modifier la Constitution? Et tout le monde sait que le consensus a été obtenu en 1990 à la conférence nationale pour obtenir cette Constitution-là. Et toutes les fois qu'on tente de la réviser, il y a de fortes contestations. Ce qui est visé à ce niveau, il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas réviser la Constitution sans que la jurisprudence soit modifiée au niveau de la Cour constitutionnelle. Donc, en organisant ce simulacre de dialogue, c'est pour que la Cour constitutionnelle puisse nous dire que le consensus a été obtenu et par conséquent, la jurisprudence est modifiée et il doit avoir révision et il peut avoir révision de la Constitution. Or, tout le monde sait que les partis politiques de l'opposition n'ont pas été associés à ce dialogue. Donc, sur ce point, à mon avis, c'est ce à quoi nous tendons, étant donné que le chef de l'État n'a jamais digéré le refus du Parlement en 2017 et en 2018 de réviser la Constitution, et lui-même, il a dit publiquement. Et maintenant, vous prenez d'autres éléments. Avant d'aller vers d'autres éléments, vous avez dit beaucoup de choses déjà sur ce seul point. Je suis tenté de vous demander si vous ne prêtez pas trop d'intention au chef de l'État, si l'homme a dit non, sa déception. Non, on ne lui prête pas des intentions, c'est la réalité. C'est la réalité, il a dit.
Il a dit. On revient sur la question. Oui, l'audio est là, la vidéo est là, vous pouvez suivre. Vous pouvez votre regard par rapport aux élections générales, cette problématique, vous avez suivi Vincent Folly, une voix, pas des moindres, Daniel Egda, qui a fait une suggestion. La polémique autour des élections générales, dit-il, ne doit pas avoir lieu. Quand on sait qu'on peut demander aux députés, et dans le cas d'espèce, des députés qui tous accompagnent le chef de l'État d'une manière ou d'une autre, puisque ce sont des formations politiques qui accompagnent le chef de l'État, de démissionner simplement. Et là, la question de l'organisation des élections s'invite d'elle-même sans qu'on soit dans l'obligation de toucher à la loi fondamentale. N'est-ce pas une piste plus plausible que toute autre? Non, je n'ai pas lu ce que M. Eda a dit. Je vous le rapporte. La démission des députés pour aboutir à une voix... De la démission collective? Oui. Elle est prévue où, ça? Dans quel texte? Lorsqu'on est dans un cas aussi spécifique... Non, c'est lui qui a dit que le chef de l'État a tous les pouvoirs. Avant l'organisation des élections, le 28 avril, c'est ça? Le 28 avril, oui. Le 28 avril, il avait la possibilité de dire le système... les lois que j'ai prises pour le système partisan ont créé plus de problèmes qu'ils n'en résolvent. Donc, moi, je décide de mettre ces lois de côté. C'était moi ma suggestion. Oui, mais il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Il se rattrape. Il se rattrape en faisant quoi? En initiant. Ce que vous avez vu. Voilà. Et nous avons été les premiers. Députés. Nous avons été les premiers à dire que ce qui s'est passé hier, c'est qu'il vient d'enclencher le processus de la révision de la Constitution. Et le procès vient de dire, on ne peut pas parler d'élection générale sans toucher à la Constitution, parce que le mandat des députés actuels est encore en cours. Ça court jusqu'en 2024, si je ne m'abuse. Ils ont 5 ans, non? 2023. Ils ont 5 ans. 2023. S'il restait. Le mandat du chef de l'État court jusqu'en 2021. Le mandat des maires court jusqu'en 2020. Si on veut modifier, organiser des élections générales sous prétexte que les élections donnent lieu à beaucoup de stress, c'est ce que les députés ont dit, ou ceux qui ont parlé au cours de ce fameux dialogue, ça fait dépenser. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Mais la réponse des spécialistes, c'est que chaque élection a son coût. L'élection présidentielle implique des gens, implique un processus. Et c'est le coût, on ne peut pas diminuer parce qu'on les a organisés ensemble. On va certainement économiser quelques miettes d'argent, mais le coût d'une élection communale n'est pas le même que le coût des élections législatives. Donc cela dit, si on veut organiser des élections générales, ne prenant que cette rubrique-là, on va toucher à la Constitution. C'est pourquoi nous, on a dit que le chef de l'État vient d'enclencher le processus de révision de la Constitution. Et c'est pour attirer l'attention des populations, pour dire ça ne va pas se passer comme ça, de manière aussi rusée. Toujours la malice. C'est-à-dire, on organise un dialogue, on réunit ses propres partisans, et on dit, bon, les conclusions s'imposent, c'est des élections générales. Où est-ce que nous avons dit ça? Où est-ce que l'ensemble du peuple a dit ça? Les élections générales en question... On ne peut pas les organiser sans toucher à la Constitution. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il en est de même. On ne peut pas toucher à la question de... Qu'est-ce qu'on peut... Ils ont dit encore quoi? Comment on appelle? Vous parlez de la charte? Non, la charte, on a déjà évacué ça. Non, le parrainage. L'équité? Le parrainage, puisque ça s'est invité au cours des débats. Le parrainage par les élus locaux des futurs candidats à l'élection présidentielle. C'est encore... Non, oui. Avant d'aller vers le parrainage, c'est un autre aspect qui est aussi très important. Mais ce n'est pas dans notre Constitution. Oui, avant d'en arriver au parrainage, oui. Mais la question des élections générales, lorsqu'on a vu toutes ces formations y adhérer, et quand on sait aussi à la vérité... Quelle formation? À la vérité... L'information attention, le PRD, ça reste une formation politique. Et qui a dit quoi? Qui est de la mouvance. Qui a porté cette idée aussi. On va certainement les inviter pour mieux comprendre. Qui est de la mouvance présidentielle. S'il vous plaît, chers invités. Oui. Daniel Egda, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui reste aussi un béninois au-delà de tout, un intellectuel qui apporte aussi son savoir-faire. Lorsqu'il parle de l'option à envisager, voir un peu avec les élus du peuple, discuter, le chef d'État, puisqu'il en a la possibilité d'échanger avec ses députés, est-ce qu'on ne peut pas imaginer un scénario d'une démission? Oui, s'il démissionne, c'est-à-dire que les députés élus démissionnent, cela provoque l'organisation de nouvelles élections. Voilà. Mais s'il démissionne maintenant, les élections législatives auront lieu en 2019. S'il démissionne maintenant,
c'est que ceux qui se sont réunis parlent d'élection générale. Ils ne parlent pas de leur démission. Et le chef de l'État veut appliquer ce qui est dans le rapport et non ce que M. Eda dit. Eda n'était pas au prétendu dialogue politique. Oui, Eda n'était pas là. Est-ce que ça ne peut pas être une contribution enrichissante? C'est-à-dire... Peut-être que, oui. et je doute, peut-être que les experts qu'il associe à la réflexion vont lui faire ses propositions. Je dis peut-être, si ces experts-là, leur proposition n'est pas noyée par la présence des hommes, la présence massive des hommes politiques, parce que vous avez 2 experts qui sont des universitaires de renom, et maintenant vous avez d'autres qui se sont ajoutés, qui sont des hommes politiques. Donc c'est la même stratégie qu'il a utilisée au niveau du Conseil supérieur de la magistrature pour noyer les magistrats. C'est-à-dire dans ce comité, si vous avez 2 experts, vous avez 5 hommes politiques, vous avez parmi eux, vous avez 4 députés à l'Assemblée nationale. Ils n'accepteraient pas mettre fin à leur mandat. Donc, ils vont noyer la proposition des experts. Moi, j'ai l'impression qu'ils se trouvent dans cette perspective. Mais pour aller vite, vous avez aussi la question d'égalité. Non, attendez. Non, il ne faut pas avoir de justice sur le plateau quand même, puisque vous avez fini. Je reviens vers vous, vers M. Vincent Folly, pour parler de la question du parrainage. Et ensuite, on vient vers la question de l'équité, oui. Non, ce qu'il est en train de dire est intéressant. Je crois qu'il ne fallait pas l'arrêter. Non, je ne l'ai pas arrêté. Il a fini avec, il passait à la question d'équité, l'approche genre. Oui, ce qu'on appelle l'approche genre, c'est... Non, vous parlez d'abord du parrainage. Le parrainage, je l'ai dit, on ne peut pas l'instituer sans toucher à la Constitution. Parce que ça implique quoi? Ça aussi. Mais bien sûr. Pour être candidat aujourd'hui à l'élection présidentielle, il suffit d'aller déposer 250 millions, non? Oui. Et de se présenter. Maintenant, ça ne suffit pas. Il faut faire ce que nos amis, nos frères sénégalais ont fait, à savoir se faire parrainer par des élus dont on n'a pas encore retenu le pourcentage. Mais au nom de quoi doit-on imposer quelque chose qui n'existe pas dans la Constitution? Si on veut l'imposer, ça veut dire que quelque part derrière la tête, on a l'idée de reviser la Constitution. Est-ce que ce seront les seuls points qui seront touchés ou va-t-on nous ramener les 2 thèses qui ont été précédemment rejetées? Ça, c'est une autre paire de mains. Cela dit, le chef d'État peut proposer. Son dialogue peut proposer. Mais lorsque nous allons dans le cadre de notre Constitution de 90, elle a été adoptée de manière particulière. Lorsque la Constitution a été rédigée, on est retourné vers les populations. Pour populariser. Moi, je suis d'un certain âge. J'ai vu une autre constitution, celle de 1972, celle qu'on a appelée la loi fondamentale. 77. Les militaires de 77, excusez-moi, elle a été popularisée. Et il y avait un article qui avait fait beaucoup jaser à l'époque, c'était l'article 40 ou je ne sais pas qui instituait l'égalité entre l'homme et la femme. Ça avait fait l'objet de grands débats. Et je vous assure que dans cette période même révolutionnaire, il y a eu des débats. Donc notre constitution a été adoptée dans un contexte où on est allé vers les populations. Si c'est cette assemblée monocolore qui va l'adopter au 4/5e, alors je dis bonjour les dégâts et je dis ils ne sont pas sortis de l'auberge parce que aucun problème ne sera réglé. Comment sortir? Demain, on reviendra encore sur cette constitution de 90 qui, de mon point de vue, n'a pas failli du tout. Comment sortir de l'auberge? C'est la grosse interrogation. Et c'est pourquoi le chef de l'État a tenu à rencontrer la classe politique. Même si pour l'instant, oui, ça ne fait pas l'unanimité. Les journalistes rapportent seulement les faits. Les commentaires sont libres. Alors, oui, Nathanaël Kitty, la question du parrainage, qu'en dites-vous? Non, je pense que il faut se contenter de ce que la Constitution a prévu dans le cadre des élections présidentielles et voir dans le code électoral la question liée à la caution. C'est ça qui divise, la question liée à la caution, 250 millions. Donc il faut revoir ça. Mais écoutez, monsieur le journaliste, le chef d'État peut utiliser l'article 68 de la Constitution pour régler beaucoup de choses dans notre pays, dans le cadre actuel, étant donné que l'Assemblée nationale manque de légitimité. Donc, instaurer un nouveau parrainage, cela veut dire quoi? Cela veut dire que les députés peuvent décider que désormais, pour être candidat, il faut être parrainé par 20 députés, 40 députés. S'ils restent en fonction,
c'est que les candidats de l'opposition n'ont aucune chance de déposer leur candidature, étant donné que les deux partis siamois, leurs députés, vont refuser de les parrainer. Et ils peuvent décider que un certain nombre de conseillers parrainent les candidats, et dans le cadre des élections communales qui viennent, la Sénat peut encore être utilisée pour écarter les partis de l'opposition de telle manière que c'est les deux siamois qui vont encore se retrouver dans les élections communales, et les candidats de l'opposition n'auront pas le parrainage. Donc, cette disposition de l'accord-là est à prendre avec beaucoup de réserve, ou bien même est à rejeter dans le processus actuel fait de ruse et de rage. En tout cas, c'est peut-être la question d'équité qui est la bienvenue, mais à ce niveau aussi, il faut faire attention. On ne peut pas régler ça sans réviser aussi la Constitution. La question d'équité ? L'article 26 dit que l'homme et la femme sont égaux en droit. Tout le monde sait ça. La Constitution est claire. Et c'est la raison pour laquelle la question de parité avait été débattue dans le cadre de la révision de la Constitution. Ce qu'il faut faire, et c'est ce que moi j'ai toujours soutenu, il faut trouver un gentleman agreement au niveau des partis politiques pour accepter soit de faire un alignement horizontal ou vertical en tenant compte des hommes et des femmes, ou bien pour accepter de positionner 40% de femmes et 60% d'hommes, ou bien 60% de femmes et 40% d'hommes, étant donné que les femmes sont plus nombreuses que les hommes. Ou bien, dans le cadre du financement des partis politiques, instituer une modalité pour donner un bonus de 10% ou bien de 20% du montant global de financement aux partis politiques qui vont positionner un certain nombre de pourcentages de femmes sur leur liste. Je pense que dans ce cadre-là, on peut arriver progressivement à résoudre ce problème et non de passer par la révision de la Constitution pour la résoudre. Parce que vous allez observer que le regard que notre société porte sur les femmes qui profitent de cette largesse législative pour se positionner sur la scène politique, ce regard n'est pas toujours bon. Le regard de la société est différent selon que la femme s'est battue. Tout le monde sait qu'elle s'est battue pour mériter son poste ou qu'elle ait bénéficié de cette largesse législative. Donc, il faut laisser cette possibilité à la société de faire le débat et de trouver des mécanismes progressifs pour pouvoir apporter une solution définitive, que de glisser ça pour que la société politique... En tout cas, chers téléspectateurs, officiellement, la question de la révision n'est nullement évoquée. Nous sommes à l'étape d'analyse. Nos invités du jour attirent l'attention sur éventuellement les pistes tortueuses qui pourraient être empruntées et qui pourraient ouvrir d'autres brèches de crise qu'il faut forcément éviter. Vincent Folly, la question de la parité, l'approche et autres. Pour le débat qui est actuellement en cours, est-ce que le risque d'aller à la modification de la loi fondamentale est encore à ce niveau ? Le risque est grand parce que vous voyez, le chef de l'État, lorsqu'on l'observe, on observe son comportement, et il n'a pas varié. Et vous l'avez rappelé tantôt qu'il était contre une sorte de populisme. Et c'est lui qui a dit que, écoutez, vous tenez les grands électeurs, vous pouvez gagner n'importe quelle élection. Tout à fait. Et dans son fonctionnement, il agit exactement comme ça. Et je veux faire remarquer que ce dialogue a été ouvert à la suite de son voyage au Sénégal. C'est le Sénégal qui a institué le parrainage, qui a créé beaucoup de problèmes au Sénégal même. Et avec les résultats, et qui est à la base de la crise, qui aujourd'hui se dénoue avec ce que le président Macky Sall prend comme initiative en direction des... Mais ici, on ne sent aucune décrispation. Tout est en train de se serrer. On est allé chercher une loi qui n'existe pas chez nous et on veut l'imposer. C'est toujours dans le cadre de l'exclusion. Et le professeur l'a démontré tantôt que quel est l'élu communal qui va choisir un opposant ou bien va donner sa caution à un opposant. Donc, on veut encore, avec cette loi sur le parrainage, instituer une sorte d'exclusion. Après,
la question de cautionnement. Maintenant, la question d'équité. Mais ça a été un des arguments pour faire la deuxième tentative de révision, vous vous en souvenez. On a dit, il faut des femmes. Il faut un grand nombre de femmes. Il a donné une explication tout à l'heure. Nous en avions discuté un peu avant le débat. Mais je veux dire que moi, je suis pour une loi, et on n'était pas d'accord, lui et moi, qui fixerait un quota. Et la loi serait appliquée avec discernement. En France, lorsque la loi a été prise, on a prévu une disposition qui veut que lorsqu'on enfreint, lorsqu'on n'a pas pu observer la loi, on paye une amende. On peut aller là et on demande alors aux partis politiques de faire des efforts et ce sera ça. Sinon, le quota des femmes ne sera jamais atteint. Et moi, je suis pour qu'on prenne une loi, le procès n'était pas d'accord avec moi tout à l'heure, qui va obliger les gens, avec des possibilités de payer des amendes ou bien de donner des bonus, comme il a dit tantôt, à ceux qui auront satisfait à la loi. Cela dit, c'est toujours pour favoriser les femmes, mais ce sont des arguments que le pouvoir utilise. Pourquoi parler d'arguments ? Oui, parce que lorsque eux-mêmes ont échoué dans leur projet et que les élections qu'ils ont organisées avaient possibilité de gagner dans tous les compartiments de la société, dans tous les départements, avec cette position, ils n'ont pas positionné des femmes. Et le nombre de femmes qui se trouvent dans cette assemblée monocolore aujourd'hui est inférieur au nombre de femmes qui étaient dans l'assemblée précédente. Donc, c'était qu'un argument qu'on a présenté pour un peu titiller les femmes, les caresser dans le sens du poil et les pousser à voir chose. Alors que eux-mêmes, les partis politiques ne sont pas prêts à positionner les femmes dans le dispositif politique de notre pays. La question du statut de l'opposition. Voilà, pour le statut de l'opposition, moi je pense qu'on ne peut pas débattre de ça sans l'opposition. Absolument. Mais il se fait que dans le cadre du processus actuel, on veut débattre de cette question sans l'opposition. Si on donne au Parlement de débattre du statut de l'opposition... Je suis un peu embêté parce que... Mais on parle de la réalité. L'opposition n'est pas représentée à l'Assemblée nationale. Mais les figures qui se sont présentées... Quelles sont ces figures-là qui représentent l'opposition? FCDB a dit qu'il y a l'opposition gouvernementale. L'opposition modérée. Ça, c'est l'opposition gouvernementale. Ce terme n'existe nulle part. Oui, moi, je vous le donne, c'est l'opposition gouvernementale. C'est-à-dire que ce sont des opposants fabriqués par le gouvernement pour réussir son coup de communication. Mais c'est l'observation. Et qui ne sont même pas au Parlement. Cette opposition FDB-là n'est même pas représentée au Parlement. Mais si on donne au Parlement le pouvoir de débattre du statut de l'opposition, mais le Parlement monocolore va débattre du statut de l'opposition selon que cela l'arrange. Mais c'est ça. Oh, il va falloir réorganiser les élections, que l'opposition soit au Parlement pour qu'il y ait un vrai débat sur le statut de l'opposition, ou bien reprendre le dialogue, inviter tous les partis de l'opposition, sans indiquer que le parti doit être reconnu officiellement avant de participer au dialogue. Et là, le débat aura lieu. Mais tel que ça se fait là, vous ne pouvez pas faire le bonheur de l'opposition sans l'opposition. Alors, le thème d'aujourd'hui, je le rappelle simplement, ça se lit aisément sur le bas de votre écran, mesdames, messieurs, multitude d'initiatives en vue de la décrispation politique. Le bon mot, enfin, au maire de Patrice Talon. Si vous devez y répondre en quelques minutes, vous diriez quoi alors? Non, il n'a pas le bon bout. Il n'a pas du tout le bon bout. Parce qu'il a organisé un dialogue sans décrisper la tension politique. Mais la question de l'amnistie qui s'annonce. Non, l'amnistie. Si on va débattre de cette question... Dans quelques minutes. Je vous dis, mais ceux qui ont tiré sur la foule, les 1er et 2 mai, l'amnistie, ça va concerner qui? Quand on parle de l'amnistie, on a dit l'amnistie dans le cadre des infractions commises pendant la période électorale. Tirer sur la foule pendant la période électorale est une infraction. Ceux-là, ils ne sont pas encore identifiés. Il faut les identifier pour savoir quels sont, il faut les réserver. On n'a pas fait ça et on veut amnistier. Ça veut dire qu'on ne veut pas que ceux qui ont tiré sur la foule soient connus par le peuple. C'est ça. Donc si nous glissons sur le terrain de l'amnistie, c'est pourquoi je vous disais tout à l'heure que pour permettre à ceux qui sont emprisonnés d'être libres, pour permettre aux opposants qui ont fui de revenir, on n'a pas besoin nécessairement de passer par cette voie-là. Le ministre de la Justice est un avocat
Autour de lui, il a des spécialistes, il a des magistrats qui sont dans son cabinet, il a des magistrats qui sont à des postes techniques. Au niveau des parquets, il est le chef. Donc, il peut leur demander conseil, ils vont lui dire ce qu'il faut faire. Je retourne à Vincent Folly, la même question, oui, le thème au menu avec vos nombreuses contributions. Alors, la question, vous y répondez quoi? Le bon bout, enfin, au moins, il passe instamment, il faut encore le chercher, ce bon bout. On ne peut pas dire qu'il tient le bon bout en voyant ce qui se passe. Un dialogue qui s'est organisé, d'abord des élections organisées dans l'exclusion, le dialogue organisé dans l'exclusion, il prend les conclusions pour l'imposer à toute la nation. C'est inacceptable. Votre conclusion? Ma conclusion, ce n'est pas dans l'utilisation de l'article 68 comme lui et le professeur Tokpa l'avaient écrit dans les colonnes de ma parution. De mon point de vue, c'est le constat que c'est lui qui est à l'origine de tout ça, en créant ce système partisan qui a fait la preuve de son échec. Il fait le constat, j'ai échoué. Comme le général de Gaulle, messieurs, je vous ai compris. La loi, là, nous mettons ça de côté. Mais on a déjà entendu le président de l'Assemblée dire, dans un pays anciennement communiste, en Serbie, pour ne pas rappeler, c'est que les élections, on ne peut pas retourner aux lois anciennes. Qui lui a dit qu'on ne peut pas retourner aux lois anciennes? C'est votre conclusion? Ma conclusion, c'est que ce dialogue qui a été organisé à la suite des élections exclusives est un mauvais choix. Le chef de l'État doit revenir à la raison et convoquer une grande assise, un peu comme la conférence nationale. Merci à vous. Le temps est parti. Malheureusement, cher réalisateur, votre complicité. 10 secondes. Non, ma conclusion, c'est qu'on peut même appliquer les recommandations de ce rapport sans passer par l'Assemblée nationale. Il suffit seulement de faire les constats, tels que Folly l'a dit. Regardez en Côte d'Ivoire, on a permis à Alassane Ouattara d'aller aux élections sans modifier la Constitution. Merci à vous, Nathaniel Kitty. Merci également à vous, Vincent Folly. Chers téléspectateurs, vous l'avez compris, c'est un plateau contribution. On fait comment pour que le Bénin retrouve sa stabilité dans le temps? Crise politique, disent d'aucuns. Plus que politique, d'autres. En tout cas, crise, il y a. Dénominateur commun. Donc, le Bénin a envie de tourner cette page. Aucune contribution, sans doute, ne sera de trop. Le plateau du jour a essayé d'apporter la sienne. Demain, c'est un autre jour pour d'autres sujets à débattre, sans doute, dans ce sens. 100% Bénin pour le numéro du jour. Je vous compagne sur cette citation d'André Mauroy. Il dit, je le cite, il y a toujours dans l'histoire d'un peuple des moments où ceux mêmes qui en jouissent sont là de la platitude de l'ordre établi. Bonne suite de méditation chez vous et à très bientôt. Au revoir.